Notre invité aujourd'hui, c'est le pasteur Johannes Bavon, secrétaire général du Front des architectes de la République. Avec lui, on va poser la question, la médiation de la CEDEAO a-t-elle atteint ses limites dans le cas du Togo? Pasteur Bavon, bonsoir. Bonsoir, M. Samuel. On sait que depuis le début de la crise politique et le dialogue inter-togolais, la commission électorale, la commission de la CEDEAO est intervenue dans le jeu togolais. Mais, pasteur, est-ce que vous direz aujourd'hui que nous sommes toujours dans un processus de dialogue piloté par la CEDEAO à l'heure actuelle? Merci. C'est visiblement le cas et on ne peut pas nier la présence de ce dialogue ou l'existence, la continuation de son existence. Tout simplement que les événements tels que les événements se présentent ces derniers temps, on a tendance à croire qu'on n'est plus en dialogue. Oui. Mais la réalité, c'est que nous sommes en dialogue. Et c'est les interprétations des uns et des autres, la mise en application de la feuille de route que le dialogue a délivrée, sa mise en application selon les interprétations des uns et des autres et leur intérêt, bien sûr. Et cela qui fait qu'on a tendance à croire que le dialogue est mis de côté, mais ce n'est pas le cas. Alors, le dialogue n'est pas mis de côté, mais la CEDEAO qui était arrivée au début, beaucoup avaient nourri d'espoir en voyant cette instance prendre le devant de la chose. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas en train de déchanter? Oui et non. Il y a une catégorie de personnes qui sont en droit de penser qu'ils avaient tort, peut-être d'avoir très tôt eu confiance à la CEDEAO. Ce n'est pas le cas avec notre mouvement politique, le phare. Notre position est restée stable et inchangeable dans la mesure où l'organisation sous-régionale que nous invoquons n'est pas une organisation qui était venue dans la crise togolaise de son propre chef. Vous savez que la CEDEAO est en droit d'agir dans la crise togolaise, mais au même moment, la CEDEAO a reçu mandat de la part de l'UA et le G5, l'ONU également. Donc vous savez, nous sommes actuellement dans ce processus de dialogue et la mise en œuvre de cette feuille. Mais la vérité, c'est que la CEDEAO est une organisation qui doit fonctionner par les règles de la diplomatie. La CEDEAO ne peut pas venir faire la politique à la place des Togolais. Parce que la politique relève de la souveraineté des citoyens, de la souveraineté de cet État. Donc aucune organisation n'est dotée de ce droit de se substituer aux politiques d'un certain État. Toutefois, la CEDEAO ne peut que fonctionner par les règles de la diplomatie, c'est-à-dire les règles de relations internationales. Donc ces règles dont je dirais le caractère contraignant est encore discutable aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que le mécanisme utilisé par la CEDEAO est mou du tout. C'est un mécanisme très solide et nous avons raison, toutes les raisons de croire encore en ce dialogue et au travail que la CEDEAO est en train de faire. Vous y croyez, mais est-ce que vous pensez au niveau du phare que la CEDEAO est en train de réussir sa mission? La CEDEAO, je peux vous le dire avec des preuves. Nous avons vu beaucoup d'avancées. La CEDEAO est en train d'avancer énormément. Je sais que vous posez cette question par rapport à la situation de la CENI. Actuellement, la recomposition de la CENI et avec le recensement qui a eu lieu tout dernièrement. Tout à fait, c'est une situation que la CEDEAO ne peut pas négliger. Dans la mesure où c'est le point où on verra réellement le sérieux dans ce que la CEDEAO est en train de faire, si la proclamation des résultats à venir serait vraiment des proclamations des résultats issus d'une organisation efficace, crédible et transparente. Donc, d'où nous pensons que là où nous sommes, ce n'est même pas que nous pensons, nous sommes sûrs, parce que c'est comme ça que la CEDEAO doit fonctionner, nous sommes sûrs que la CEDEAO est à l'œuvre maintenant avec les grandes organisations régionales, les organisations internationales et avec le gouvernement togolais afin que les choses soient remises en ordre et que les tirs soient rectifiés. Alors justement sur les questions importantes comme la question de la CENI, la question du recensement, les gens avaient nourri l'espoir que bon, la CEDEAO allait venir imposer une résolution donnée, mais ce n'est pas le cas là. Oui, tout à fait, parce que le but est le même.
mais c'est le moyen qui est différent. Le politique utilise des moyens, je dirais, un peu plus flagrants, des moyens plus durs, des moyens qui attirent l'attention. Mais la diplomatie ne fonctionne pas comme ça. Je peux vous dire tout à l'heure que le silence qui inquiète la population togolaise n'est pas du tout un silence. Parce que la diplomatie, d'habitude, parle sans parler, agit sans agir. Et c'est pourquoi elle s'exprime d'habitude par des symboles, des signes, des indices et souvent par le silence. Mais très rarement, elle s'exprime par la parole et comme nous l'avions vu tout dernièrement. Donc actuellement, la situation dans laquelle nous sommes, on ne dira pas que la CEDEAO n'est pas en train d'agir. La CEDEAO est à l'œuvre. Nous avons vu le chef de l'État qui a fait des déplacements ces derniers temps. Bon, officiellement, il y a eu des annonces, mais officieusement, en matière de diplomatie, on ne peut pas permettre à ce que toute la population sache réellement ce qui est en train d'être traqué en dessous pour la résolution de cette crise. Donc, un bon politicien, c'est quelqu'un qui arrive à lire et à comprendre les indices de la diplomatie et à ne pas paniquer. Actuellement, le Togolais ne doit pas paniquer parce que la CEDEAO est à l'œuvre. Ce serait une grave erreur, je dirais même une erreur diplomatique de penser qu'il y a eu silence. Il n'y a pas silence du tout. L'œuvre est efficace et l'œuvre est en train d'avancer. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on est toujours obligé de faire confiance à la CEDEAO? On est obligé de faire confiance à la CEDEAO dans la mesure où nous devons être protégés contre nous-mêmes. Nous devons être protégés contre nous-mêmes, pas une tierce personne. Cette tierce personne, en la personne de l'organisation, la CEDEAO, et on doit lui faire confiance dans la mesure où la CEDEAO a ce devoir d'agir maintenant dans la situation togolaise parce que le Togo fait partie de la CEDEAO et contribue à son fonctionnement. Donc ça fait partie de la charte de la CEDEAO de venir à la protection, à l'aide de tout pays en difficulté étant membre de cette organisation. Donc nous devons lui faire confiance. Il y a quelque chose que je veux relever rapidement, c'est que on a souvent cru que la CEDEAO, quand elle vient agir au Togo, ce n'est que pour être un simple observateur qui supervise les élections. Je pense qu'il y a une confusion à ce niveau en ce qui concerne les avancées que nous avons connues la dernière fois avec l'ancienne CENI. C'est-à-dire que il y a des dirigeants qui pensent que la CEDEAO est toujours dans ce vieux rôle d'observateur et de superviseur. Mais la CEDEAO est dans un autre tout différent. Et ce rôle est celui d'organiser de concert les élections avec le Togo, ce qui nous place dans un contexte exceptionnel. Donc normalement, selon les tests électoraux, une organisation internationale ne devrait pas venir organiser les élections avec nous. Donc c'est en raison de la crise que la CEDEAO devrait avoir aujourd'hui ce droit d'agir en notre faveur et pour le bien de tous ceux qui sont membres de la communauté. Aujourd'hui, il y a d'autres qui pensent toujours que c'est pourquoi les avancées, la dernière fois avec le recensement, vous allez constater que des gens ont cru que enfin le recensement doit être fait à notre manière, les choses doivent aller telles que nous, parce que nous avons la souveraineté. Mais c'est pas comme ça que ça doit aller. Et la CEDEAO devra nous prouver ce qu'elle est venue faire. Elle doit prouver au peuple togolais comment elle est venue régler la crise togolaise, ou bien si les Togolais sont obligés de suivre un certain gouvernement et que s'il y a une feuille de route, la mise en application doit être unilatérale, comme tout le monde l'entend. Il va falloir que la CEDEAO explique tout cela. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons toutes les raisons d'avoir toujours confiance en cette organisation aujourd'hui, parce qu'elle est dans un autre rôle carrément différent. Et il va falloir que tous les acteurs et les parties prenantes à ce dialogue comprennent cela. Est-ce que l'autre... Quoique c'est pas qu'au niveau des acteurs, par exemple, de la coalition des 14, elle pense que la CEDEAO devrait forcément aller dans son sens et le pouvoir également pense la même chose. Bien sûr, vous avez raison. La C14 est constituée de politiciens. Et les politiciens sont pressés pour la conquête du pouvoir. La CEDEAO est dans une nature diplomatique. Donc, dans cette caractéristique diplomatique, elle ne peut ni aller dans le sens de l'un ou de l'autre. Elle ne peut qu'aller dans son propre sens, qui est constitué des règles
des relations internationales. Mais cette règle aurait dû quand même être expliquée aux deux parties dès le départ. La CEDEAO, en fait, n'a pas besoin d'expliquer cela aux deux parties. Parce qu'en tant que politicien, c'est leur devoir de connaître la nature d'une organisation. Oui. Lorsque vous faites appel à cette organisation, ou bien vous participez, vous êtes membre de cette organisation, vous devez connaître ce que c'est. Et si vous êtes un gouvernant ou vous êtes d'un parti politique, vous devez savoir comment les organisations fonctionnent. Et lorsque la CEDEAO vient dans notre crise, les deux parties doivent comprendre que, d'une manière ou d'une autre, la CEDEAO ne viendra pas faire des annonces à leur place, ne viendra pas faire des communiqués comme les politiciens le font. On se rappelle du 31 juillet, lorsque les émissaires s'étaient rassemblés, je dirais la toute dernière réunion avant la sortie de la feuille de route. Donc on s'attendait à ce que ceci soit dit, ceci soit dit. Mais des choses que la CEDEAO n'avait pas dites. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment et la CEDEAO ne devrait pas jeter de l'huile dans le feu. Maintenant, à la sortie, la première réunion, je pense, des émissaires, en dehors des facilitateurs, lorsqu'il s'était agi de savoir s'il fallait réellement recomposer la CENI ou pas. Donc les politiciens de la C14, ils s'attendaient à ce que les émissaires annoncent qu'il doit y avoir ci, il doit y avoir ça, etc. C'est pas comme ça qu'une organisation internationale fonctionne. Donc, et les émissaires ont bien fait d'expliquer à tout le monde qu'il ne leur appartient pas, quand bien même ils ont la compétence là, mais leur disent il ne leur appartenait pas de gérer cette affaire. Mais l'affaire a été gérée comment? On avait dit que le président devait rencontrer le président Faure, mais cette rencontre, on ne savait plus si ça a eu lieu ou pas. Mais diplomatiquement, il faut comprendre que ça devrait avoir lieu. Donc, en fin de compte, le résultat, avec consensus entre les facilitateurs et le chef de l'État togolais. Donc le résultat est sorti, d'où la recomposition de la CENI. Aujourd'hui, puisque les gens ne comprennent pas le contexte dans lequel nous sommes et le rôle que joue la CEDEAO, on pourrait se lever et on organise les recensements comme si le recensement était une chose d'un parti. Le recensement, c'est le droit et c'est le devoir de tous les Togolais, tous les citoyens. Et ça ne doit pas être politisé en faveur de qui que ce soit. C'est l'incompréhension et je dirais la confusion qui a existé entre le contexte dans lequel nous sommes et le rôle que joue la CEDEAO qui ont amené cela. Alors aujourd'hui, quand même, la CEDEAO continue quand même de conduire le processus et quand on observe clairement le travail que fait la CEDEAO, on a l'impression que pour elle, la résolution de la crise, c'est les législatives du 20 décembre. Oui et non, ça fait partie de la résolution. Les législatives du 20 décembre font partie de la résolution. Mais on est déjà mal parti. On est mal parti, mais la CEDEAO n'est pas en panique. C'est nous qui sommes en panique parce que chacun, voyant que le match sera régulier, chacun voyant qu'il risque de perdre son butin, donc on est en train de lutter dans tous les sens. C'est normal pour les partis politiques. Mais la CEDEAO n'est pas mêlée à ce jeu. Aujourd'hui, c'est la présence de l'UFC maintenue dans la CENI qui crée un peu de cafouillage, de confusion dans la tête des gens au niveau de la population, de la classe politique d'ailleurs. Mais au niveau de la CEDEAO ne panique pas en ce qui concerne cela. Il suffit simplement de voir comment la CEDEAO a fonctionné dans d'autres pays et voir comment les organisations communautaires ont agi dans les cas de plusieurs pays et on verra clairement que ce n'est pas un cas spécial. Mais est-ce qu'on règle réellement le problème en organisant simplement des élections? Non, ce n'est pas les élections qui règlent le problème, c'est l'organisation des élections. Comment les élections sont organisées. Vous vous rappelez, entre-temps, dans une de vos émissions ici, on s'était rassemblés et je vous parlais que si on arrivait à organiser les élections avec la communauté internationale, comme cela se passerait en Libye à l'époque, qu'on ne devrait pas attendre que le pire arrive au Togo avant qu'on essaie de voir si on devrait organiser avec la communauté internationale. Donc, cette organisation, si elle est efficace, si elle est crédible et transparente, alors son résultat sera une élection avec un résultat peu contesté. Et là, c'est ça. C'est ce résultat final qui sera réellement la résolution de la crise. Mais actuellement, c'est l'organisation qui est en train de créer une polémique, dans la mesure où d'autres pensent que
l'ancienne CENI doit toujours fonctionner. J'ai entendu certaines personnes dire la dernière fois que l'ancienne CENI a déjà rassemblé le quorum demandé. Un quorum, ce n'est pas ça. Que le quorum est 9, que l'UNIR a déjà rassemblé le quorum de 9 et que l'UNIR avait le pouvoir d'organiser le recensement. Non et non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le quorum d'une institution est différent de la voie de délibération. Le quorum d'une institution, par exemple, le quorum de notre Assemblée nationale, c'est un quorum de tel nombre, 90 ou 96, c'est ça. Peut-être aux États-Unis, c'est un quorum de tel nombre de députés ou de représentants, comme ils le disent. En France, c'est tel nombre. Ça, c'est ce qu'on appelle quorum. Lorsqu'on parle maintenant de délibération, on parle du nombre de voix qui constituent la majorité qui délibère sur le sujet. Donc, sur notre CENI, c'est 9. Ça ne peut qu'être 9 parce que le quorum, c'est 17. Donc, c'est 9 qui serait une majorité, une forte majorité. Donc, déjà, dans cette majorité-là qui est 9, on ne peut pas dire aujourd'hui que UNIR a rassemblé 9 personnes, donc que le quorum est déjà atteint et qu'ils peuvent continuer. Non. Une CENI, une institution ne fonctionne pas par les voix d'une seule partie. Donc, il faudrait qu'on arrête de confondre les gens, quoi. Autre chose, c'est la présence de l'UFC à la CENI. Est-ce que l'UFC est en droit de s'imposer à la CENI? Oui et non. Oui, dans la mesure où l'UFC, du moins, se réclame être un parti de l'opposition parlementaire. Parti parlementaire, mais à qualité opposition. D'accord. Donc, l'UFC a le droit, selon les tests électoraux, de participer à la CENI, de siéger à la CENI. Maintenant, non, parce que l'UFC n'est pas partie prenante et concernée au dialogue. L'UFC n'est pas un membre de la C14. Parce que dans ce dialogue, vous voyez le contexte dans lequel nous sommes, dans ce dialogue, la CEDEAO a reconnu à la C14, qui est un regroupement politique, le statut de partie prenante et concernée. C'est comme on est dans un procès au tribunal. Donc, on a deux parties. Chaque partie doit venir avec des argumentations contradictoires. D'où chaque partie doit choisir son avocat et ses témoins. Donc, l'UFC étant une partie, la C14 étant une partie prenante au dialogue, c'est à la C14 de choisir ses représentants, ceux qui vont la défendre. Donc, oui, l'UFC peut faire partie de la CENI, mais tant que la C14 ne l'a pas choisi pour un tel rôle, il ne peut pas s'imposer. Lorsque j'ai appris par les infos que selon la sortie de presse de l'UFC, que l'UFC est d'accord de quitter la CENI. La CEDEAO lui demande. Si la CEDEAO lui demande. Bon, honnêtement parlant, je vais vous faire cette confidence. Ce grand parti qu'est l'UFC, un parti admirable, un parti qui a bougé le cœur de tous les Togolais du Nord au Sud, j'ai l'impression que les gens prennent des décisions dans ce parti rien que pour enterrer plus le parti. Revenons à cette analyse. Si la CEDEAO demandait aujourd'hui expressément à l'UFC de se retirer de la CENI, quelle publicité cela serait pour l'UFC? Ce ne sera pas une publicité positive. Elle ne serait pas productive pour elle. Donc, mieux vaut décider de soi-même et renforcer sa propre crédibilité. Mais si la CEDEAO leur demande de se retirer, ça pourrait être interprété comme si la CEDEAO n'avait plus confiance en ce parti comme étant un parti d'opposition. C'est comme si la CEDEAO a discriminé ou dévalorisé sa personnalité. Donc, or, eux-mêmes, ils réclament ça. Or, ce qu'ils réclament là, ce n'est pas une bonne idée. Parce que si la CEDEAO, ça ne leur fera pas, ça ne leur fera aucun honneur. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle le contexte dans lequel nous sommes, ce n'est pas le contexte des tests électoraux. Nous sommes dans un contexte de circonstances exceptionnelles. Dans ces circonstances exceptionnelles, la CEDEAO est en droit
de nous donner une feuille de route, celle que nous avons acceptée, de nous rassembler à une table de dialogue, c'est ce que nous avons accepté, et de nous donner maintenant les directives à suivre, ce que nous devons encore accepter. Donc, dans les termes normaux, lorsque les institutions de l'État fonctionnent sans crise, sans difficulté, la CEDEAO n'avait aucun droit de venir s'immiscer dans la vie politique du Togo. Donc, oui, mais vous dites que nous sommes en situation exceptionnelle, mais il y a quand même un hic dans l'intervention de la CEDEAO, c'est qu'elle a dit dès le départ que rien ne se fera en dehors des lois du pays. Tout à fait. Rien ne se fera en dehors des lois du pays. Quelle loi? Je vais vous expliquer pourquoi la CEDEAO avait dit ça. La période dans laquelle la CEDEAO avait parlé ainsi, c'était une période de réclamation du retour à la C92. La condition 92, les gens se disaient, il faut absolument que nous retrouvions notre C92. Donc la CEDEAO ne pouvait pas fonctionner en demandant à ce que la constitution de 92 revienne sur la table du dialogue. Donc la CEDEAO dit, votre constitution actuelle en vigueur, c'est elle qui va déterminer les réformes. Ce ne sera pas le retour à la C92. Ça, c'est un langage diplomatique. Parce que la CEDEAO ne pouvait pas dire non, on ne retournera pas à la C92. Mais les tests en vigueur, quand on parle de tests en vigueur dans un pays, on parle de la Constitution. Bien. Mais maintenant, puisque nous sommes en dialogue, et le dialogue a été accouché par la crise, donc c'est d'où la circonstance exceptionnelle. Donc là où maintenant, comment régler la crise qui est pour un temps, ce n'est pas pour toujours, qui est pour un temps. Alors comment régler la crise maintenant? C'est d'où le droit pour la CEDEAO d'agir et de nous donner des directives. On nous a donné des directives de recomposition de la CENI. C'est une chose aussi simple que cela, si nous voulons vraiment avancer et résoudre la crise. Alors, sur la question même de la CENI, c'est-à-dire vous avez dit que l'UFC aurait pu partir d'elle-même. Oui. Voilà, le parti refuse. Apparemment, rien ne peut l'y forcer. Non, je ne crois pas que l'UFC avait refusé. L'UFC n'a pas refusé de quitter la CENI. L'UFC est en train de jouer un jeu politique pour se doser sur la scène politique. Ce n'est pas que l'UFC ne quittera pas. Quand on dit que rien ne peut l'y forcer, l'opinion publique l'y forcera. Peut-être il n'y a pas de test pour demander à l'UFC de partir. L'UFC, voici, en tant que parti, il dit que la CEDEAO, si la CEDEAO lui demandait, qu'il partirait. Cela veut dire que l'UFC est prêt à partir. Maintenant, ils ne savent pas que si la CEDEAO le leur demandait, que ce serait contre-productif pour eux. Donc, et si aujourd'hui, il y a déjà l'opinion qui fait croire que c'est l'UFC qui est en train de bloquer le processus démocratique, comment l'appelle-t-on, les contestations et la sueur du peuple pour l'alternance, que c'est l'UFC qui est en train de bloquer. Vous voyez, ça c'est l'opinion publique qui est en train de les forcer, et ça les forcera à partir. Alors, aujourd'hui, on est quand même face à, disons-le clairement, un dilemme. Est-ce que la CEDEAO, d'après vous, a atteint ses limites dans le cas du Togo? Non, la CEDEAO n'a même pas encore commencé. La CEDEAO n'a même pas encore commencé parce que nous étions dans une étape préliminaire avec les rencontres pendant le dialogue, les rencontres jusqu'à la feuille de route. C'est maintenant que la feuille de route, l'application de la feuille de route crée problème. C'est maintenant que l'œuvre ou le travail de la CEDEAO devrait normalement commencer. Donc elle n'a même pas encore commencé pour parler de limites. Mais on a vu quand même ce mercredi un courrier de la CEDEAO adressé à la CENI où elle disait le recensement est terminé, on va passer à la phase d'audit. Alors que pour d'autres, la CEDEAO aurait dû mettre fin à ce recensement et reprendre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce communiqué? Il faut comprendre que la CEDEAO ne peut pas prendre une décision contre ce que le gouvernement togolais a fait sans avoir des preuves contraires. Voici un gouvernement qui dit, nous avons fini le recensement zone 1, zone 2. Et tout a été bien, sauf quelques erreurs par-ci par-là qui doivent être corrigées. OK. La CEDEAO, pendant le recensement, a envoyé des experts qui ont constaté ce qui se faisait sur le terrain. Donc, on passe à l'audit. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous que le Togo a une part de sa souveraineté toujours qui ne lui est pas retirée dans ce dialogue. Donc, il va falloir qu'on regarde dans quelle mesure la CEDEAO pourra arrêter et dénoncer la non-validité
de ce recensement. Donc, il va falloir que la CEDEAO rassemble les preuves. C'est pourquoi le politicien doit toujours comprendre le langage diplomatique. Donc là, c'est lorsque l'audit sera fait qu'on comprendra qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Déjà, il y a beaucoup de preuves sur les réseaux sociaux qui démontrent comment le recensement a été un cafouillage. Beaucoup de personnes ne se sont pas recensées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des ordres de la part des leaders politiques différemment. L'UFC a demandé que les gens aillent se recenser. La C14 a demandé que les gens se retiennent. Donc, vous voyez, donc, il va falloir maintenant que la CEDEAO ait des preuves. Et c'est avec ces preuves qu'elle pourra confronter le gouvernement togolais et décider l'annulation de ce recensement ou la correction de ce recensement. Alors, Pasteur Bavon, au niveau du phare, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire maintenant? Ouais, ce qu'on pourra faire maintenant, nous demandons à l'UFC de ne pas attendre des ordres ou de l'injonction de la part de la CEDEAO, de se retirer de lui-même et de commencer par redorer son blason. Cela est très important parce que c'est un parti qui ne doit pas mourir comme ça. Donc, ils doivent travailler sur eux-mêmes. Ça, c'est la première chose à faire. La seconde chose à faire, il faudrait que les partis politiques se mettent en position de grande sensibilisation. Parce que actuellement, le peuple a un moral très bas. Le peuple est confus. On ne sait plus ce qui va se passer. C'est un travail que le politique n'a pas fait trop au Togo. C'est un travail qu'on doit embrasser maintenant. Le phare l'a embrassé. Nous sommes en train de le faire chaque jour. Faire comprendre aux gens, pas des analyses et pas des intoxications, des informations qui mélangent, mais la pure vérité de la vie politique togolaise et du déroulement du processus dans lequel nous sommes pour la résolution de la crise. Le pasteur Bavon, merci d'être passé dans cette émission. Je vous remercie, c'était un plaisir. Vous êtes le secrétaire général du Front des architectes de la République, le phare. La pause et après, c'est Regards croisés.